Donc ce qu'on va voir ce matin, cet après-midi, c'est d'abord le contexte de la campagne. Alors climatique, ça va être vite fait, il y a une diapo. Cette année, j'ai mis plus l'accent sur tout ce qui est économique, donc parce qu'il me semble que vu le contexte, c'est important aussi qu'on s'y penche un peu plus dessus. Donc sur le contexte climatique, donc ici, vous avez octobre, novembre, décembre 2023, donc il y a eu des impacts assez importants sur le Tarn-et-Garonne au niveau des semis, des cultures de céréales, hein. Et puis, donc beaucoup de pluie. Février-mars, de nouveau, hein, puisque quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est supérieur à la moyenne de 91 à 2020, hein. Donc ça veut dire qu'on a vraiment eu tout au long de l'année beaucoup de pluie. Mai, juin, pareil, septembre, octobre, pareil, des niveaux de pluviométrie vraiment très importants, parce que si on regarde, on est à plus 20%, soit 130 mm de plus par rapport à 91-2020, et si on fait même par rapport à une période plus récente, 91, non, là c'était 91-2020, et 97-2022, là on est à 260 mm de plus. Alors c'est vraiment quand même quelque chose de très, très marquant et sans prendre octobre et novembre de l'an dernier, hein, que sur les 11 premiers mois de 2024. 2024. Donc tout ça, ça a eu quand même des conséquences assez importantes. Donc sur les semis, on a vu des semis qui ont été reportés, des pertes de qualité sur certaines variétés en fruits, en particulier au niveau des cerises, et plus de traitements phytosanitaires. Et après, on a eu un point positif, ben, ça a été moins d'irrigation. Donc si on regarde maintenant, donc d'un point de vue économie, qu'est-ce qui s'est un peu passé? Alors si on regarde au niveau croissance mondiale, alors j'ai repris la moyenne de 2015 à 2019 pour se donner un repère. Et puis après, bon, 2020, c'était le Covid que j'ai pas porté. 2021, 2022, 2023, ça, c'est des chiffres définitifs. Après, 2024 et 2025, ce sont des prévisions. Au niveau monde, on revient à peu près au niveau qu'on était au niveau de la moyenne 2015-2019. Et au niveau des prévisions, alors les prévisions 2025, il y a vraiment énormément d'incertitudes et on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer avec les changements politiques qu'il y a, les conflits qu'il y a au niveau du monde, plus l'aspect climatique qui devient quand même très très prégnant partout dans le monde, et même c'est encore plus marqué sur les pays en développement, l'incidence du climat, que sur nos pays. Et pourtant, sur nos pays, ça commence à être quand même important. Si on regarde sur la zone euro, on est sur une croissance donc qui a progressé mais qui demeure faible, hein, puisque sur 2024, on est à 0,8. La prévision est à 1,2. Et au niveau de la France, donc les prévisions sont à 1,1. Mais il va falloir voir comment les choses évoluent, puisque avec le non-vote du budget et tout ça, il y a quand même des choses qui peuvent impacter la croissance. Au niveau de la Chine, donc on est sur des croissances plus faibles que ce qu'on a pu connaître à d'autres moments. Mais c'est vrai que depuis quelques années quand même, depuis le Covid, on a eu quand même une succession d'événements qui sont quand même lourds et qui touchent quand même pas mal la croissance. Si on regarde maintenant en termes de parité euro-dollar, on s'aperçoit que la parité euro-dollar change d'une façon importante en fonction des événements politiques ou climatiques qu'il peut y avoir. De suite, ça a un impact important au niveau de la monnaie, alors tantôt favorablement, tantôt défavorablement, mais n'empêche que ces impacts politiques jouent fortement. Si on regarde plus sur cette année, on a eu une parité euro-dollar entre 1,10 et 1,04. En ce moment, on est même un peu plus en dessous. Et donc
Ça, c'est bénéfique, je dirais, pour nos exportations. Par contre, pour nos importations, pour l'énergie, disons qu'on la paie un peu plus cher. Au niveau de l'évolution des prix de l'énergie, donc là, à gauche, vous avez les prix du Brent en bleu foncé et en bleu clair du gaz. Bon, on s'aperçoit qu'on revient à des niveaux un petit peu comparables de ce qu'on avait dans les années 2020, après le gros pic de 2022, mais on n'est pas à des niveaux on n'est pas revenu, je dirais, au niveau qu'on avait avant 2019, où on était sur des niveaux très bas sur cette période-là. Au niveau du gaz, donc, il y a une baisse quand même extrêmement significative. Au niveau de l'électricité, quand on regarde par rapport au prix spot, on s'aperçoit que ça avait énormément progressé 2021-2022. On redescend, mais on n'est pas revenu au prix qu'on avait en 2020. Alors, on a peu d'entreprises qui sont concernées au niveau agricole par les prix spot. Nous, ça sera plus par rapport aux tarifs réglementés, où là, sur 2024, ils ont augmenté de 8,6%. Alors, sur 2025, ils devraient baisser un petit peu, c'est ce qui avait été annoncé. Voilà. Donc, on verra comment ça évolue, mais c'était prévu, normalement. Au niveau de l'inflation, alors si on regarde l'inflation globale, donc là, vous l'avez de 2023 à 2025, donc 2025 et 2024 étant des prévisions. Alors, 2024, plus on s'approchait de la fin de l'année, plus ça devenait un chiffre définitif. Au niveau monde, on s'aperçoit que l'inflation diminue, mais reste quand même à un niveau assez conséquent. Sur la zone euro, de 5,4 qu'on était en 2023, on est retombé à 2,4 en 2024 avec une prévision autour de 2% en 2025. Et au niveau de la France, c'est pareil, ça a été divisé par deux. Alors c'est vrai que pour les pays avancés, le niveau de l'inflation a baissé plus fortement que dans les pays en développement. Pour la France, si on regarde maintenant quels sont les postes qui ont fait varier l'inflation, alors il me semblait intéressant de regarder, là c'est de 2019 à 2024. Alors en bleu foncé, c'est l'alimentation, en bleu plus clair, c'est les produits manufacturés, en rose, c'est les services et en ocre, c'est l'énergie. Et la courbe, c'est la courbe de l'inflation où on voit que sur 2022, c'est là où on a été le plus haut. Et donc là, à cette époque-là, il y avait quand même certains postes qui étaient très marqués. C'était l'énergie et puis après, ça a été l'alimentation qui ont une part très importante dans le taux de l'inflation. Aujourd'hui, ce qui pèse au niveau qui explique notre taux d'inflation, ce sont essentiellement les services, puisqu'au niveau alimentaire, on est à plus 0,5. L'énergie, on est passé sur les derniers mois en négatif. Et les services qui ont progressé de 2,5%. Alors au niveau des services, il y a des variations très importantes suivant les types de services. Par exemple, tout ce qui est télécommunications, on est en négatif, à condition de changer d'opérateur, parce que si on ne change pas, on reste sur son même abonnement, quoi. Mais là, il y a eu vraiment une baisse marquée liée à la concurrence entre opérateurs. Au niveau des assurances, on est sur une progression à plus 8%. Donc qui est lié aussi à tous les aléas qu'on peut avoir climatiques et autres qui impactent aussi le coût. Et également sur les services, qui est à noter, c'est que les entreprises, donc il y a eu une augmentation des salaires sur l'année 2023-2022, surtout 2023, et les entreprises l'ont répercuté surtout sur 2024, ce qui fait que du coup, on a une progression des indices des services et c'est ça qui joue pas mal sur l'inflation, qui a joué beaucoup sur l'inflation en 2024.
j'ai mis une autre diapo, je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Alors pour ce calcul-là, on part du revenu disponible brut des ménages. Donc ça, c'est un calcul que fait l'INSEE, hein, et dans ce chiffrage-là, alors là, c'est pas le montant, hein, c'est la part de chacun, qu'est-ce qu'il représente, hein. Donc en bleu foncé, on a le revenu d'activité, donc ça, ce sont les salaires plus les revenus des entreprises. En bleu ciel, là, c'est tout ce qui est prestations sociales. Alors dans les prestations sociales, il y a les retraites, hein, qui sont mises là-dedans. Et dans les revenus de propriété en rose, là, ça correspond aux revenus immobiliers plus aux revenus mobiliers, hein. Donc on a les deux. Si on le et à ce chiffre, on ajoute ces trois et on enlève les prélèvements sociaux et fiscaux et ça nous donne notre revenu disponible brut. Si on le compare 2023 à 2024, en fin de compte, 2024, il a été plus faible que 2023 puisqu'il a augmenté de 4,1% contre 5,8 en 2023. Par contre, quand on regarde le pouvoir d'achat, donc après on enlève l'impact de l'inflation, et au niveau de l'inflation, on a été sur 2023 à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on a eu en 2024. C'est idem pour 2022, hein. Donc quand on enlève l'inflation à ce revenu-là, ben, on a du coup un gain de pouvoir d'achat des ménages qui est de passer de 0,9 à 1,8 en 2024. Alors, ce n'est pas forcément le ressenti qu'on peut avoir, mais en prenant ces éléments-là, voilà ce que ça donne. Par contre, ce gain de pouvoir d'achat, pour beaucoup de ménages, ça n'a pas été injecté dans l'économie, ça a été plus orienté vers l'épargne, puisque quand on regarde le taux d'épargne, au deuxième trimestre, il a été de 17,9% contre un point de moins en 2023. Et si on le regarde sur la période en 2019, là, on a 3 points de plus qu'en 2019. Donc, pour dire que, vu le climat, les tensions qu'il peut y avoir dans le monde et en France, les ménages qui avaient la capacité d'épargner, eux, ils ont épargné plutôt que de consommer. Et il y a un autre poste qui nous l'explique aussi, qui le démontre, c'est les dépenses d'investissement des ménages, puisque si on regarde, ça fait le 12e trimestre qu'elles sont en baisse. Alors, elles diminuent moins que ce qu'on a eu à d'autres périodes, mais n'empêche qu'elles ne sont pas forcément hyper dynamiques. Alors aujourd'hui, j'entendais ce matin qui disait que l'immobilier repartait un peu à la hausse. Mais bon, il faudra voir si c'est une tendance courte ou pas. Sur les dépenses alimentaires, donc comparé à celles de 2023, sur les presque 9 premiers mois, elles ont augmenté un petit peu de 0,4%. Et si on regarde, c'est vraiment là où elles sont le plus hautes. Alors, c'est 1 milliard d'euros, donc c'est normal qu'elles soient hautes, puisque on a vu qu'en termes d'inflation, ça avait pas tellement, ça avait juste été plus 0,5%, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu une baisse on n'a pas eu de baisse, quoi. Donc ce qui fait que ça peut se comprendre. Après, si on regarde quels sont les types de produits et comment ils évoluent, alors il y a 2 types de produits. Il y a les produits frais traditionnels et puis les produits de grande consommation. Alors les produits de grande consommation, ce sont ceux qui sont sur un poids fixe et avec le code barre, hein, en particulier, hein. Donc si on regarde en volume sur les 6 premiers mois, les produits de grande consommation sont supérieurs par rapport à 2023. On est à plus 1%. Par contre, les produits frais sont en diminution. Et là, si on regarde au niveau des ménages, les ménages les plus modestes, eux, ont eu une forte baisse des produits frais traditionnels, puisqu'on est entre -4 et -14.
hormis sur les volailles, on est en progression hein, sur les volailles. Mais sur les autres, on est en baisse. Alors ça, c'est vrai aussi que si on regarde dans les supermarchés, les rayons à la coupe et tout ça disparaissent. Et puis en plus, au niveau des consommateurs, au niveau du panier moyen, un certain nombre de consommateurs veulent dépenser un certain montant parce que leur budget est restreint. Donc du coup, ils s'orientent beaucoup plus vers tout ce qui est grande consommation où le prix est mentionné et il n'y a pas de surprise, je dirais, au moment où on passe en caisse. Donc ça, c'est vrai que par contre, pour les ménages aisés, ben, eux, ils ont eu une hausse des deux types de produits en termes de consommation. Et au niveau des produits bio, il y a une reprise qui s'amorce. Alors, elle est timide, mais elle commence à s'amorcer, surtout sur tout ce qui est lait, yaourt, fruits. Par contre, les achats de fromage, eux, continuent à diminuer. Alors, c'est un peu moins fort, mais quand même, ils continuent à diminuer. Si on regarde au niveau de l'exportation, au niveau des filières agricoles, donc là, vous avez une partie l'Union européenne et là, c'est vers les pays tiers. Si on regarde en global, arrêté au mois de juin hein, sur 12 mois, on a donc exporté pour 80,2 milliards d'euros. 47, presque 47% vers l'Union européenne, qui sont nos principaux clients, et puis 35% vers les pays tiers. Si on regarde un peu comment ça se décompose, on a les produits bruts, les produits transformés hors vin spiritueux qui sont qui représentent le volume le plus important, et puis les vins spiritueux. Alors, pour les deux premiers produits, c'est l'Union européenne qui est nos premiers clients, sont nos premiers clients. Sur la partie vin spiritueux, on en vend plus vers les pays tiers. Alors, il y a l'effet champagne qui joue hein, dans cette catégorie-là. Et si on regarde notre positionnement dans le monde, donc on est à la 4e place pour les produits transformés et à la 8e place pour les produits bruts. Et en termes de volume, ça représente 4,5% et vers l'Union européenne, 7,2%. Et si on regarde nos 10 premiers clients, mais sur les 10 premiers, il y en a 6 qui sont européens. Oui, 6 qui sont européennes, c'est-à-dire et le premier ce sont les Belges. Donc avant c'était plus l'Allemagne, il me semble, qui était notre premier client. Là, donc la Belgique et l'Allemagne, ils sont assez proches hein, quand même. Et puis après, en 5e position, c'est le Royaume-Uni. En 6e, les États-Unis. La Chine en 8e position. Et la Suisse qui est plus en décalé mais qui est dans le continent européen, hein, comme le Royaume-Uni. Donc voilà, pour montrer un petit peu avec qui on commerce et quel est le volume. Après, il y a des stats qui sont très bien faites, filière par filière, pour voir les volumes, pour voir les types de produits, pour voir vers quel pays. Enfin, c'est des documents qui sont très riches et très intéressants. Moi, je suis restée assez synthétique, mais à suivre des fois quand on a des clients qui veulent partir avec l'export et tout, de voir un peu comment ça évolue et vers nos clients, c'est riche d'enseignements. Après, notre balance commerciale, donc c'est les exports moins les imports. On a 6 grands groupes où on est positif, avec le premier qui est les vins et spiritueux très nettement détachés. Après, ce sont les céréales, les produits laitiers, animaux vivants et génétiques. Sur la génétique, on a vraiment une plus-value et on vend pas mal à l'étranger. Le sucre et les semences. Alors c'est vrai que si on se projette un peu sur 2025, vins et spiritueux, on va nettement baisser, et même 2026, hein, fort probablement, parce que vu la récolte de 2024, et c'est pareil au niveau des céréales.
puisque au niveau des céréales, là aussi, on est sur une mauvaise récolte 2024 en France. Donc ça va avoir des impacts sur notre balance commerciale pour, l'année prochaine. Après, sur tous les autres, on est déficitaire et en particulier sur les fruits et légumes, puisque là, c'est quand même important et ça, ce chiffre-là, il s'accentue quand même, hein, au niveau, fruits et légumes. Après, alors si on fait abstraction du biodiesel et du bois, notre balance commerciale est encore positive. Si on intègre le biodiesel et le bois, à ce moment-là, depuis 2022, elle est passée négative au niveau des produits agroalimentaires. Sur, les intrants, donc là, c'est à partir des indices IPAMPA, donc que produit, l'INSEE et puis, France Agrimer. Les engrais donc sont en rouge, en ocre, c'est, le carburant, le GNR. Donc au niveau indice, on est sur une légère diminution par rapport à 2023, on est à -5,5 %. Les engrais, ce sont eux qui ont baissé le plus, -26 %. -11 au niveau de l'aliment et -9 au niveau du carburant. Après, ça dépend les périodes d'achat, et donc là, on a des fluctuations et suivant le type de produit également. Et par contre, on a en corrélation avec ce qu'on avait vu sur l'inflation, l'indice des prix des services, lui, qui a progressé. Donc c'est des éléments qu'on utilise après que moi je reprends pour, estimer l'évolution des coûts des intrants.